Madame Jobert, vous êtes sociologue, plus précisément sociologue du travail, une spécialiste des négociations collectives et des relations professionnelles. Directrice de recherche au CNRS, professeur associé à l'ENS Cachan et au CNAM. Vous avez notamment assuré la co-direction du dictionnaire du travail. Parmi vos publications récentes, le nouveau cadre du dialogue social, Europe et territoires, que vous avez publié en 2008, où vous traitez de l'un des problèmes clés du dialogue social lié à la multiplication des acteurs et à la question du bon échelon pour la négociation. Donc essayer de regarder ensemble un peu les points saillants de ce qu'on appelle maintenant le dialogue social, qui est finalement une terminologie quand même assez récente. Au niveau européen, on voit que là, le dialogue social a un sens assez précis et institutionnalisé et qui ne fait pas participer d'autres acteurs que les représentants, enfin les syndicats européens et les représentants du patronat européen pour participer à cette régulation européenne qui prend le plus souvent, dans le domaine social, la forme de directives, mais aussi de quelques accords dits volontaires et autonomes. D'accord ? Donc, si on revient en France, on voit qu'au fond, dialogue social, maintenant, tend pour partie à être synonyme de négociation collective. Moi, je pense que dialogue social, ça recouvre également, par exemple, l'activité d'échange et de dialogue dans les entreprises, ce dialogue qui se fait dans le cadre des institutions de représentation du personnel et notamment du comité d'entreprise. Donc ça, c'est un point important, cette idée que le comité d'entreprise, c'est aussi un lieu de dialogue social, mais que normalement, ça ne débouche pas, ce dialogue, ou peu, sur des accords en bonne et due forme. Après la Seconde Guerre mondiale, on a eu des règles un peu singulières de représentativité, une sorte de label étatique. Et puis cette loi du 11 février 50, où on définit les critères de représentativité, qui sont effectifs déclarés, indépendance, régularité et importance des cotisations, expérience et ancienneté, attitude patriotique pendant la guerre. Ensuite, on a un arrêté de 1966 qui va dresser la liste des organisations les plus représentatives au plan national. Et là, on retrouve la CGT, la CFTC, la CFDT, Force ouvrière, et la CGC pour la catégorie 4. Les observateurs de la régulation sociale en France, mais aussi les syndicats, disaient que la situation française n'est pas normale. C'est quand même incroyable que 5 syndicats, dont on ne sait pas s'ils existent, engagent comme ça la communauté des salariés. 98 et 2000, les deux lois au oui, le gouvernement a encouragé donc les entreprises à passer aux 35 heures par la négociation collective, en leur apportant une aide d'experts, une aide financière. L'idée, c'était que ces accords d'entreprise, pour pouvoir ensuite bénéficier d'une aide de l'État, qui est quand même relativement importante, de cette aide de l'État, il fallait que ces accords d'entreprise aient recueilli, ce soit des accords dits majoritaires. Et là, c'est ce terme qu'on va retrouver ensuite à la fois dans les négociations et dans la loi du 28 2008 qui s'appelle portant rénovation de la démocratie sociale et qui va modifier ces règles sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme. L'État était favorable à une modification des règles et du reste, Nicolas Sarkozy avait annoncé l'importance de modifier les règles de représentativité dans son programme quand il était candidat. À partir du moment où CGT et CFDT, qui à les deux font la grosse majorité à la fois des voix aux élections professionnelles et qui ont quand même les troupes les plus importantes, donc la porte était enfin ouverte pour avoir une vraie négociation. À nouveau, on a une liste de 7 critères cumulatifs et on retrouve pour partie ceux qui étaient ceux d'après-guerre, à savoir effectif d'adhérents et des cotisations, transparence financière, indépendance, respect des valeurs républicaines. L'influence caractérisée par l'expérience et l'implantation géographique et professionnelle du syndicat, une ancienneté de 2 ans, donc là ça fait des problèmes juridiques, je vais pas revenir là-dessus, l'audience établie à partir des résultats aux élections professionnelles. Et c'est donc ce dernier critère qui introduit un changement majeur. Car pour être reconnu d'abord représentatif dans une entreprise et un établissement,
Une organisation syndicale doit recueillir au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. Et à titre transitoire, ce taux est fixé à 8% dans les branches et au niveau interprofessionnel. Ensuite, deuxième nouveauté, la nouvelle loi subordonne le droit de négocier à la reconnaissance de la représentativité. Pour être validé, un accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés aux élections professionnelles et ne pas rencontrer l'opposition d'organisations non signataires totalisant la majorité des suffrages. C'est-à-dire que les salariés, du coup, ils ont beaucoup plus leur mot à dire dans cette négociation collective, puisque, au fond, c'est de leur vote que va dépendre à la fois la représentativité des syndicats et la validité des accords. Par ce vote, les salariés vont donner plus de légitimité aux accords qui sont conclus et vont donner plus de légitimité aux acteurs qui négocient ces accords. Un vote de participation à la fois à l'action syndicale et à la négociation d'entreprise. La mise en œuvre de cette loi de 2008, on va mesurer les conséquences plutôt en 2013. 2013, peut-être après, au fur et à mesure qu'il y aura des élections dans les entreprises. Plusieurs syndicats dans les entreprises ne représentent pas toujours les mêmes catégories de personnel. La CGT est souvent beaucoup plus implantée avec les personnels ouvriers employés. Les personnels techniciens, gens de maîtrise, il y a une représentation de la CFDT qui est plus forte, mais il y a aussi des représentations à ce moment-là de la CGC. FO, ça c'est très variable, c'est plutôt les secteurs. Allez savoir pourquoi FO est majoritaire dans tout ce qui est l'aéronautique, Airbus, etc. Ils ont des points d'ancrage très forts dans le sud-ouest, dans le sud-est. Les bases d'implantation du syndicalisme, il y a à la fois une histoire longue, une histoire très longue. On retrouve la CFDT dans les terres chrétiennes en France. L'Ouest et l'Est, la CGT dans les vieux bastions ouvriers du Nord, de toute cette vallée de la Seine, mais aussi dans le Midi, ou avec FO, les régions, j'allais dire, plus anticléricales, entre guillemets. On voit qu'il y a comme ça des zones de force, et puis ensuite, il y a des implantations plus diversifiées. Et incontestablement, c'est quand même la CGT et la CFDT qui ont les implantations les plus diversifiées. Il n'y a pas de critère de représentativité pour le patronat. Il y en a zéro. Vous savez que c'est quand même un petit problème. Alors, de temps en temps, ça ressort. Oui, mais pourquoi d'un côté, on met des règles et pas de l'autre côté. Donc, en tout cas, c'est le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France, la CGPME, donc la Confédération des petites et moyennes entreprises, et puis l'UPA, l'Union professionnelle artisanale. Donc, on a nos trois confédérations, sachant que les deux premières sont un peu en rivalité, puisque le MEDEF a la prétention d'avoir des adhérents de toutes les tailles d'entreprise. Donc voilà sur ces règles de représentativité à suivre. Sur les évolutions de la négociation collective en France. Premièrement, la diversification des lieux de la négociation collective. La branche, le secteur, qu'on appelle branche professionnelle, d'autres espaces, interprofessionnel qui s'est développé, l'entreprise, ça vous le savez, cet essor continu de l'entreprise, on peut dire depuis les années 80, on va y revenir, et dans une moindre mesure l'espace territorial. La tendance a été à une décentralisation de la négociation collective. Et ça, clairement, depuis 81-82, ce qu'on appelait les lois Auroux, pour conséquence, l'expertise avec des experts qui sont presque partie prenante de la négociation. Et ça depuis au moins une dizaine d'années. Autre aspect de la négociation qu'on met plus en valeur, c'est l'articulation, l'imbrication entre les politiques publiques. Les politiques publiques, qu'elles soient sous la responsabilité de l'État ou des collectivités territoriales ou des institutions européennes, et la négociation collective à proprement parler. On voit donc une négociation collective d'une certaine manière qui est instrumentalisée par les pouvoirs publics pour une fin de politique publique. Et là, on va le retrouver dans tout ce qui est en train d'être négocié sur la sécurisation des parcours, le droit du licenciement économique, etc. On voit bien que
pour l'État, c'est un enjeu considérable. Pour négocier, il faut d'abord produire, établir des diagnostics communs, délibérer sur ces diagnostics et à partir de là, négocier. On n'est pas simplement, chacun arrive avec sa feuille en disant « moi je veux mes revendications ». Il y a une discussion dans ces établissements de diagnostic, ce qu'on appelle les diagnostics partagés, c'est souvent le terme que vous verrez le plus souvent, ou les diagnostics délibérés. Et c'est ça qui est en train de se passer dans ces négociations-là, qui est ouvert depuis septembre, à raison de... Ils se voient tous les jeudis, pratiquement. On sait par exemple qu'il y a 600 conventions collectives nationales, il y en a 300 qui sont moribondes. Il ne se passe rien. Les négociations, ça fait 2 ans qu'ils ne se sont pas réunis, mais les conventions sont à durée indéterminée, les conventions collectives. Attention, convention collective, c'est dans le privé, le fonctionnaire, c'est un statut. Les mines, c'était aussi un statut, les mineurs. Donc c'est compliqué. Dès qu'il y a un arrêté d'extension, cette convention s'applique à tous les salariés du champ professionnel visé et du territoire visé. Par cette procédure d'extension, l'État donne force légale à des textes qui sont des textes contractuels ou conventionnels. C'est ça la grande spécificité du système français de relations professionnelles et de dialogue social. À partir du moment où on a ce système, pourquoi est-ce que les gens vont syndiquer? On n'a même pas besoin d'avoir des syndicats, on aura quand même, vraiment, les syndicats qui le disent, on a quand même que des avantages à ne pas être syndiqué. Parce que si vous êtes syndiqué, vous risquez en plus de brimer, de vous faire cracher à la figure par ceux qui sont contre, etc. Si vous n'êtes pas syndiqué, vous bénéficiez de toutes les règles qui ont été négociées, quelquefois très durement, par les syndicats.